Pierre Bellemare. Destin sur ordonnance. La petite sirène. Ce 10 juin 1986, Pam Funk et ses enfants achèvent leur pique-nique. Pam, jeune mère de famille, habite le quartier résidentiel de Bell Canyon, dominant la ville de Salt Lake City. C'est un endroit charmant, situé sur le contrefort des montagnes de Wasatch, d'où on a une magnifique vue sur la cité et, plus loin, sur l'immense désert de sel qui s'étend jusqu'à l'horizon. Pour ce repas champêtre, Pam Funk n'a eu que la route à traverser. De l'autre côté se trouve en effet un lieu idéal, une petite prairie ombragée au milieu de laquelle coule un torrent. Bref, le pique-nique serait parfait si les enfants n'étaient pas à ce point turbulents. Derrick, l'aîné, 4 ans, ne cesse de quitter le repas pour courir après les papillons. Malgré les injonctions de sa mère, il s'approche même à plusieurs reprises du torrent. Or, celui-ci est particulièrement dangereux. Il vient directement des sommets où il a beaucoup neigé récemment et il charrie à gros bouillons une eau rapide et glacée dans des tourbillons d'écume. Michelle, 2 ans et demi, est moins remuante, mais elle mange avec une particulière maladresse et renverse tout ce qu'elle touche, ce qui a le don de mettre sa mère hors d'elle. Quant à la petite dernière, Nicole, 3 mois, elle ne cesse de pleurer dans son berceau. Le drame, comme beaucoup de drames, a pour point de départ un événement banal. Michelle, commettant une maladresse de plus, renverse le ketchup sur la nappe. Pam, furieuse, la traite de tous les noms. Elle est dans une telle colère qu'elle abandonne tout pour aller chercher une autre nappe à la maison, laissant les 3 enfants sans surveillance, ce qu'elle n'est pas près de se pardonner. La suite a lieu presque immédiatement. Elle a juste traversé la route qu'elle entend une voix dans son dos. « Maman !» Elle se retourne, c'est Derrick qui vient de crier. Il agite le bras en direction du torrent. « Maman, Michel est tombé dans l'eau !» Pam Funk se précipite jusqu'à la rive, elle hurle à son tour. « Michel !» Mais il n'y a aucune réponse. Elle a beau se pencher, elle ne voit absolument rien. Où qu'elle regarde, il n'y a qu'une écume toute blanche qui court sur les cailloux. Elle tente de s'avancer dans la rivière, mais elle recule précipitamment. Le courant est si violent qu'il a failli l'emporter et l'eau est glaciale. Jamais elle n'aurait cru qu'elle puisse être aussi froide. En cet instant, elle a une certitude. Sa fille est morte. Que ce soit sous l'effet du froid ou du choc, elle n'a pas pu s'en sortir vivante. Elle se ressaisit pourtant, alors que les voisins, alertés par les cris de Derrick et les siens, accourent à leur tour, elle retourne à la maison pour appeler les secours. 10 minutes plus tard, des hommes casqués revêtus de combinaisons de néophrène commencent leur intervention. Ils s'attachent à la rive par de solides câbles. Avant de donner l'ordre à ces hommes de s'élancer, leur chef demande quelques précisions à Pam. « Quel âge a votre fille ?» 2 ans et demi. Quel poids fait-elle ? 8 kilos. L'homme ne fait pas de commentaires. Il considère le torrent avec ses rapides et ses tourbillons et se contente de hocher la tête. Il n'est pas difficile de comprendre que lui aussi considère les chances de retrouver vivante la petite accidentée comme nulles. C'est un travail épuisant et dangereux qui commence pour les sauveteurs. Avec de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la ceinture, ils sondent le fond à l'aide de perches sans le moindre résultat. 40 minutes passent encore. À présent, tout espoir est abandonné. C'est un petit corps que les sauveteurs cherchent à récupérer. Cela n'empêche pas des renforts d'arriver. D'autres pompiers ont pris place en amont. Ils emploient à détourner les eaux vers un réservoir situé au sommet de la colline. Ces efforts portent effectivement leurs fruits. 1 heure après la chute de Michel dans l'eau, le niveau du torrent baisse enfin. Tout le quartier est à présent mobilisé pour retrouver l'enfant et c'est un voisin qui fait la découverte. Il pousse un cri. « Là, une main !» Effectivement, avec la baisse des eaux, un rocher affleure à présent à la surface et une petite main d'enfant toute blanche est visible en dessous. Les pompiers se précipitent et dégagent aussi rapidement qu'ils peuvent l'enfant.
Il leur faut pourtant encore 10 minutes avant de la ramener à la surface. Michel apparaît enfin. Elle est immobile, elle a les yeux ouverts et dilatés. Son corps est froid comme un glaçon. Le médecin des urgences, l'équivalent américain du SAMU, l'examine attentivement et s'adresse au chef des pompiers. « Appelez vite un hélicoptère, il faut l'évacuer !»« Mais elle est morte, elle est noyée, en plus l'eau est glacée !»« Justement, l'hypothermie fait parfois des miracles, il faut faire comme si elle était vivante !» Le chef des pompiers ne discute pas et, un quart d'heure plus tard, Michel, embarqué en hélicoptère, parvient aux urgences du Primary Children's Hospital de Salt Lake City au service du professeur Bolt, qui se trouve précisément être un des spécialistes mondiaux de l'hypothermie. Quand l'accidenté arrive, il se fait communiquer la température, 23 degrés, ce qui est bien au-dessous du seuil mortel. Mais cela ne lui ôte pas l'espoir de sauver la petite victime. Il est possible de lui rendre sa température normale grâce à une technique tout à fait nouvelle mise au point par un médecin suisse, le docteur Ulrich Althaus. Dans chaque bloc opératoire, il existe une machine de circulation extracorporelle qu'on utilise normalement pour refroidir le sang des patients avant une grave intervention. Or, le docteur Althaus s'est servi de cette machine dans le sens inverse, pour réchauffer très progressivement la température de sujet en état d'hypothermie. Mais avant de tenter quoi que ce soit, il faut au docteur Bolt l'accord des parents. Christopher Funk, prévenu à son travail, a rejoint Pam. Le couple, qui attend rongé d'angoisse dans un couloir, voit arriver un homme encore jeune, au visage distingué, aux allures d'intellectuel ou d'artiste. Ce dernier s'adresse à eux d'une voix prévenante. Il n'a pas du tout le ton autoritaire qui est souvent celui des grands professeurs. « Je viens d'examiner votre fille. Elle est morte, n'est-ce pas ? N'importe lequel de mes confrères porterait ce diagnostic et c'est peut-être la vérité. Mais il reste une chance. Une chance ? Et le docteur Bolt leur explique le procédé déjà expérimenté en Suisse par le docteur Althaus. Pam et Christopher l'ont écouté incrédules. Il poursuit. « Est-ce que vous êtes d'accord pour que je tente l'expérience ?» Le couple n'a pas l'air de bien comprendre. « Pourquoi nous demandez-vous cela ? Qu'est-ce qu'elle peut risquer dans l'état où elle est ? » Justement, il y a un risque. Le cerveau a cessé d'être irrigué et il peut présenter des lésions irréparables. Si je parviens à réanimer votre fille, elle peut se retrouver définitivement dans un état végétatif, inconsciente et incapable de quoi que ce soit. Et ce risque est très grand ? Il est pratiquement de 100%. Ce que je me propose de tenter ne l'a jamais été. Pam et Christopher se consultent du regard et ils répondent ensemble. C'est d'accord. Quelques minutes plus tard, dans le bloc opératoire du Primary Children's Hospital de Salt Lake City, l'équipe du Dr Bolt se retrouve au grand complet. L'atmosphère est fébrile, tendue, terriblement grave. Sur la table d'opération, Michel Funk, petite forme blanche et immobile, a toujours les yeux grands ouverts. Pour procéder à l'intervention, pas besoin d'anesthésie. Elle est inconsciente, peut-être morte. Elle ne respire pas. Son cœur ne bat pas non plus. Sur les écrans de contrôle, l'encéphalogramme et l'électrocardiogramme affichent des tracés uniformément plats. Sa température, qu'on vient de prendre une dernière fois, indique 22,8 degrés. Les deux bras de la fillette sont perfusés et le Dr Bolt lance un ordre. 100 à 27 degrés. Instantanément, la machine se met à ronronner. On voit le liquide rouge partir jusqu'à elle par un tuyau et revenir par un autre. Du 100 à 27 degrés remplace celui à 22 degrés dans l'organisme frigorifié. L'opération est très longue. Il faut la recommencer en élevant progressivement la température. Tour à tour, la machine envoie du sang à 29 degrés, puis à 32, à 35. Apparaît un signe sur les moniteurs tandis qu'un bip se fait entendre. Un battement cardiaque. Le rythme s'accélère progressivement et, à 37 degrés, les battements sont normaux. Michel est sortie de la mort clinique. Elle est revenue
à la vie. Rien n'est pourtant gagné. Ce qui vient d'avoir lieu, c'est la partie purement mécanique de l'opération. Mais, ainsi que le Dr Bolt en avait averti ses parents, il n'est pas possible de prédire si Michelle va récupérer ses facultés mentales. Au sortir du bloc opératoire, l'enfant est conduite dans une chambre de l'hôpital où elle repose inconsciente, nourrie par perfusion. Peut-être s'agit-il de son état définitif. Peut-être n'a-t-elle été arrachée à la mort que pour devenir, des années durant, une morte vivante. Face à cette situation, les Funk réagissent à leur manière, par la prière. Il ne faut pas oublier que Salt Lake City est la ville des Mormons et le couple est adepte de cette religion rigoriste et intransigeante. Ni l'un ni l'autre ne quittent le temple implorant Dieu pour la guérison de leur fille. Une bonne partie de la ville s'unit à eux dans cette ferveur et ils sont tous récompensés. L'évolution de l'état de santé de la fillette tient du miracle. Le lendemain de l'opération, elle se réveille. Au bout d'une semaine, elle crie. La troisième, elle prononce quelques mots. 2 mois après son accident, elle comprend ce qu'on lui dit et répond. La série de télévision Urgence s'inspirera de ce fait véridique pour l'un de ses épisodes qui sera l'un des plus émouvants et des plus appréciés du public. Toute l'Amérique a suivi avec passion le rétablissement de celle qui a survécu à ce si long séjour dans l'eau et qu'elle a surnommée pour cela la petite sirène. Et dans tous les médias, les déclarations de Pam et de Christopher sont abondamment reprises. Pour eux, il n'y a pas de doute possible. C'est Dieu qui a sauvé Michelle. On se doit de respecter les convictions religieuses des époux Funk. Elles les ont certainement aidés à surmonter les moments dramatiques qu'ils ont eu à affronter. Mais dans la guérison de Michelle, la science a aussi son mot à dire, et ce mot est loin d'être sans intérêt, comme en témoigne ce qu'a déclaré le Dr Bolt au cours de la conférence de presse qui a suivi. Bien que l'exposé soit assez technique, il est pourtant passionnant. La survie et le rétablissement de la fillette ont été dus à la coïncidence miraculeuse, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, de 3 facteurs favorables, tous liés à son jeune âge. D'abord, comment se fait-il qu'elle ne se soit pas noyée ? Elle est restée immergée pendant 70 minutes, or la noyade intervient normalement après 5 à 10 minutes sous l'eau. Cela n'a pas été le cas de Michelle, qui n'avait pas une goutte d'eau dans les poumons. Il n'y a pourtant là rien d'exceptionnel. Tous les enfants possèdent à cet âge une apnée réflexe. Lorsqu'on les immerge, ils ferment immédiatement leur corde vocale pour empêcher l'eau d'entrer dans leurs poumons. C'est le fameux réflexe des bébés nageurs. Quand elle est tombée dans le torrent, Michelle s'est mise à fonctionner en circuit fermé sans apport d'air venant de l'extérieur. À cela s'est ajouté un réflexe bien connu des apnéistes. Quand tout afflux d'oxygène cesse, le corps concentre le sang vers les organes vitaux, le cœur et le cerveau. Ensuite, les dimensions réduites de son corps ont permis un refroidissement presque immédiat. Dans l'eau glacée, sa température a dû chuter très rapidement pour atteindre une hypothermie extrême. Or, en dessous de 30 degrés, le corps humain développe des mécanismes spécifiques de protection. Il se met en état d'hibernation comme les animaux. Le cœur passe de 80 pulsations par minute à 40. Toutes les réactions biochimiques du corps se réduisent au minimum, ce qui s'est révélé essentiel pour la conservation du cerveau. Les médecins spécialistes de la réanimation connaissent parfaitement ce phénomène. Un homme frappé d'une crise cardiaque dans la rue subit des liaisons irréversibles si son cerveau n'est pas irrigué pendant 3 minutes. Le même qui tomberait dans la neige en faisant du ski pourrait ne pas subir de lésions pendant près d'1 heure. Il n'en reste pas moins que le cerveau de Michelle n'a pas été irrigué pendant 70 minutes et, malgré ces conditions extraordinairement favorables, il a forcément dû subir des lésions. Comment alors a-t-elle pu récupérer la totalité de ses facultés cérébrales ? Cela s'explique une nouvelle fois par son jeune âge. Le cerveau humain dispose au départ de beaucoup plus de cellules qu'il n'en a besoin.
Il va les utiliser progressivement durant son existence, en gaspillant beaucoup pour avoir à la fin de sa vie juste ce qui lui est nécessaire. À 2 ans, la matière cérébrale est en grande partie vierge. Le cerveau de Michel a certainement subi de très graves lésions, mais elle disposait d'une telle réserve qu'elle a pu déplacer les fonctions touchées vers d'autres régions intactes. Telle est l'explication scientifique du miracle de Salt Lake City. Depuis, Michel, qui ne garde aucun souvenir de son accident, est devenue une jeune fille aussi équilibrée que belle. Il n'y a rien de particulier à dire à son sujet, ce qui est la meilleure preuve de son rétablissement. Elle n'a aucune peur de l'eau. La natation est même son sport préféré, et elle a fait un moment de la compétition. La petite sirène, toujours.